Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à ces entretiens d'Inchoseta, c'est comme ça qu'on dit? Jusque-là, tout va bien. Dont j'avais compris avant de venir, mais dont je mesure encore plus en étant ici, à quel point c'est le rendez-vous, une institution réputée, vivante pour des échanges sur le secteur du logement, du bâtiment, de la construction, pour nous aider à réfléchir dans ce moment tellement particulier. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse d'être ici. Je tenais à être ici en ce moment de rentrée, à ce moment de début de rentrée, juste avant l'annonce du plan de relance, parce que je pense que c'est exactement le bon moment, le bon endroit où être avec les professionnels pour qu'on soit tous ensemble capables de relever les défis. J'ai déjà rencontré un certain nombre d'entre vous à Paris ou simplement en faisant rapidement connaissance ici. Je voudrais vous dire que je vais continuer, bien sûr, à rencontrer tous les acteurs et que ma porte sera ouverte, ma porte et celle de toute mon équipe. Et d'ailleurs, une partie de mon équipe est là aujourd'hui avec moi parce que je pense que c'est très important qu'on soit en capacité de se voir, de se parler, d'échanger, de se dire les choses quand on est d'accord, et c'est la partie la plus facile, quand on n'est pas d'accord, et ça peut arriver, et ça arrivera probablement, mais dans le dialogue, dans l'écoute et dans le respect des arguments. Un mot peut-être pour commencer sur l'état d'esprit dans lequel je suis. D'abord, une très grande ambition pour le logement et une très grande détermination pour prendre ce sujet à bras-le-corps et pour obtenir des avancées concrètes, parce que ça fait partie des sujets qui touchent le plus à la vie quotidienne, à la vie intime des Français. En parallèle, en même temps, si je peux dire, une grande humilité. Humilité parce que ce sont des sujets complexes sur l'habitat, sur le logement. Vous savez, je ne suis pas une spécialiste et donc j'ai besoin d'échanger avec vous et d'appréhender cette complexité pour en sortir ensuite une vision partagée et une capacité à agir. Une grande responsabilité parce que le contexte que nous rencontrons aujourd'hui, dans lequel nous sommes encore, avec toutes les précautions que nous appliquons aujourd'hui, ce contexte de crise sanitaire, ce contexte de crise économique est grave. Et puis la conscience de devoir fixer des priorités pour être utile dans une période finalement très courte, 18 mois utiles, les fameux 600 jours. Et c'est la demande du président de la République, c'est la demande du Premier ministre, c'est l'état d'esprit du gouvernement de fixer des priorités pour rechercher un maximum d'efficacité, d'impact concret sur la vie quotidienne des Français et pour pouvoir déployer ces politiques sur tous les territoires, en résonance avec le débat de ce matin pour savoir si l'État est toujours là, centralisateur, pas centralisateur, État ou agence. On pourra en rediscuter. Fixer des priorités, ça ne veut pas dire repartir de zéro, ça ne veut pas dire changer brutalement de cap. Je crois à la continuité de l'action publique, je crois évidemment au temps long, ce sont des politiques qui s'inscrivent dans le temps long, et je m'inscris dans la poursuite des chantiers engagé par mon prédécesseur, Julien Denormandie, que j'aimerais saluer, qui était là l'année dernière, à cette tribune, avec nos parlementaires, un certain nombre d'entre eux sont là, et notamment à travers la loi Elan, à travers la consolidation du secteur du logement social, qui se termine et qui se terminera, je l'espère, au 1er janvier 2021 dans le calendrier tel qu'il a été décidé, mais aussi l'amélioration de la lutte contre l'habitat indigne avec les ordonnances qui arrivent, le traitement des copropriétés dégradées, la mobilité dans le logement ou la revitalisation des centres-villes. Au-delà de ces actions qui sont lancées, qui seront poursuivies, je veux inscrire mon action de manière concrète, lisible et efficace au service des Français et des territoires en tenant compte des défis qui se posent à nous. Alors je commencerai, ça ne vous surprendra pas, par le défi de la transition écologique et de la protection de l'environnement. Parce que ça s'est imposé comme une préoccupation majeure des Français, parce que ça a été porté encore très récemment par la Convention citoyenne pour le climat, parce que nous avons pris l'engagement de suivre les préconisations de cette convention et que nous avons commencé, lors du dernier Conseil de défense écologique, avec les toutes premières réglementaires, je pense à la fin des chaudières au fioul, je pense à l'introduction d'un premier seuil de performance énergétique dans le décret d'essence. Je continuerai dans le cadre du projet de loi Convention citoyenne sur le climat, qui sera élaboré prochainement, et de la concertation qui a déjà commencé, engagée fin juillet, avec les collectivités et les partenaires sociaux. Le deuxième défi, c'est bien sûr le Covid. Je voudrais simplement insister sur le fait que cette période très particulière que nous avons traversée a aussi mis en lumière les inégalités
de conditions de logement et donc des enjeux très forts de solidarité. Nous ne sommes pas tous égaux face au logement et encore moins quand nous sommes confinés et que nous sentons au quotidien, encore plus que d'habitude, l'importance de la qualité du logement, de sa localisation et de l'accès aux services. Et je voudrais saluer la mobilisation de tous les acteurs pendant la crise, les élus locaux, les services de l'État, les bailleurs sociaux, les associations, notamment les associations de lutte contre l'exclusion, qui ont été citées tout à l'heure, avec lesquelles un énorme travail a été fait et que nous allons continuer, qui ont permis d'assurer la continuité du service public de l'hébergement et du logement. Et puis la crise, et j'en discuterai régulièrement avec les professionnels, a eu un impact économique important sur le secteur du bâtiment, sur le secteur du logement, qui redémarre progressivement, mais progressivement seulement. Je rappelle, vous le savez, que nous avons pris des mesures de soutien très fortes. Les chiffres pour le secteur du bâtiment, c'est 70 000 prêts garantis pour les entreprises, près de 10 milliards d'euros, 440 000 entreprises aidées via le Fonds de solidarité, 1,5 million de salariés du secteur du bâtiment au chômage partiel, 76 millions d'heures. Et puis, les entreprises artisanales du bâtiment ont bénéficié aussi de l'aide exceptionnelle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Et puis, j'aimerais citer l'initiative de la Caisse des dépôts pour acquérir 40 000 logements et les aides de la Caisse des dépôts et d'Action Logement pour permettre le redémarrage des chantiers, notamment des chantiers de logement social. Ça sera maintenant au tour du plan de relance, avec ces fameux 100 milliards d'euros qui sera annoncé la semaine prochaine, de confirmer et d'amplifier le soutien apporté par l'État à la relance de l'économie dans cette période. Et pour répondre aux inquiétudes qui se sont exprimées en marge de l'Assemblée du MEDEF et encore dans les discussions informelles que je viens d'avoir, il y aura bien un volet bâtiment, vous le savez, il y aura bien un volet logement dans toutes ses composantes. Je voudrais à ce stade dire que je fais absolument mien les mots-clés de cette édition, qui sont écrits normalement juste derrière moi: justice, éco-responsabilité et ambition. Ambition parce qu'une politique du logement est forcément ambitieuse quand on voit les enjeux, les besoins, les demandes, les besoins non couverts. Justice dans sa double valeur de justice sociale et de justice écologique. Et vous le savez, j'ai été animatrice du grand débat national il y a maintenant assez longtemps. Et la question de la conciliation d'une transformation écologique et de la justice sociale est une question que j'ai vécue de très près. C'est un message que j'ai bien entendu. Et dans ce contexte, j'entends être une ministre qui investira l'ensemble des sujets du ministère du Logement. La rénovation, l'aménagement du territoire et le développement de l'offre. Sur le parc existant d'abord, je porterai l'amplification de la rénovation thermique des logements et des bâtiments. Je porterai cette amplification parce que ça fait trop longtemps que dans tous les discours parlementaires, dans tous les débats, dans toutes les discussions, on dit qu'on devrait faire 500 000 rénovations par an et qu'on ne les fait pas. Ça fait trop longtemps qu'on dit que le bâtiment est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre en France, le premier poste de consommation énergétique, et on n'arrive pas à réduire suffisamment. En réalité, on réduit déjà un peu, puisque les derniers chiffres du Haut Conseil pour le climat montrent que l'année dernière, les émissions de gaz à effet de serre issues des bâtiments ont baissé, et l'année d'avant aussi. Néanmoins, on ne va pas à la bonne vitesse. Et puis derrière ces chiffres macro, il y a des situations personnelles, il y a toutes les personnes en grande précarité énergétique, il y a tous ceux qui n'arrivent pas à maîtriser les dépenses liées à l'énergie, qui ont froid l'hiver, qui ont chaud l'été, et qui ont des dépenses qui sont déraisonnables par rapport à leurs moyens. C'est la raison pour laquelle la loi énergie-climat fin 2019 a fixé une trajectoire visant à rénover l'ensemble des passoires thermiques d'ici à 2028. Et la Convention citoyenne pour le climat nous pousse à aller plus loin et à fixer une trajectoire encore plus ambitieuse que nous traduirons dans un projet de loi qui sera présenté d'ici la fin de l'automne. Il n'est pas possible de se fixer des objectifs ambitieux, voire de se fixer des obligations, si on n'organise pas massivement l'appui, y compris économique et financier, à la transformation et à la rénovation. Et c'est la raison pour laquelle la rénovation thermique est tellement présente dans le plan de relance. Elle est présente pour les ménages. Nous allons augmenter massivement les crédits dédiés aux aides aux ménages, MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' sera ouverte à 100% des ménages, tous les déciles des ménages, tous les Français.
Nous allons augmenter ces crédits d'environ 2 milliards d'euros pendant le plan de relance, en insistant sur la rénovation globale, en ouvrant aux propriétaires bailleurs et en faisant un effort particulier pour la sortie des passoires thermiques. Ce dispositif marche déjà très bien, nous l'avons lancé début d'année, l'instruction a démarré par l'ANA, c'est une des agences qui a été citée tout à l'heure que j'aimerais saluer, avec sa directrice Valérie Mancret-Taylor et sa présidente Nathalie Appéré. Et après des débuts assez forts et évidemment une interruption d'instruction pendant la période du Covid, on en est maintenant à un peu plus de 85 000 dossiers déposés, 95% de dossiers instruits, de nombreux dossiers engagés et donc tout le décalage temporel de l'été qui s'est résorbé. J'en ai souvent discuté avec la FFB et la CAPEB qui m'avaient fait part de leurs inquiétudes sur ce sujet et je suis heureuse de pouvoir dire qu'on est en capacité d'accompagner les Français qui se lancent dans des travaux de rénovation. Je pense aussi à la rénovation du parc social et je voudrais saluer le mouvement HLM qui s'est massivement engagé dans cette rénovation depuis déjà plusieurs années avec un calendrier de suppression des logements à étiquette F et G puis E. Je serai aux côtés du mouvement pour continuer, voire accélérer cette rénovation. Je souhaite qu'on puisse le plus vite possible se dire qu'il n'y a plus dans le parc HLM aucun logement à étiquette F ou G. De son côté, l'État sera exemplaire sur la rénovation des bâtiments publics et en partenariat avec les collectivités pour la rénovation des bâtiments des collectivités. Nous investirons plus de 4 milliards dans la rénovation des universités, dans la rénovation des bâtiments administratifs, avec les communes dans la rénovation des écoles, avec les départements dans la rénovation des collèges. Et tous ces gros efforts de rénovation seront aussi des éléments extrêmement importants qui permettront de soutenir l'activité de nos entreprises du bâtiment, en même temps que nous améliorons nos procédures autour du label RGE, par exemple. Dans les autres objectifs issus de la Convention citoyenne pour le climat et qui guideront notre action, il y a la recherche d'une plus grande sobriété foncière, sujet que vous avez largement abordé ce matin. J'ai évidemment noté l'inquiétude sous-jacente de la table ronde, fondée sur une opposition entre cet objectif, le développement du territoire et la réponse aux besoins. Cette inquiétude est légitime, je le reconnais tout à fait, et il nous appartient collectivement d'y répondre. Mais pour ça, il faut partir du constat. Rapporté à la population, le territoire français est 15% plus artificialisé que l'Allemagne, près de 60% plus artificialisé que le Royaume-Uni ou l'Espagne. On consomme entre 20 000 et 30 000 hectares de surface naturelle, agricole et forestière chaque année, c'est-à-dire une augmentation 4 fois plus rapide que la population. Et quand on regarde territorialement, on se rend compte que ce sont souvent des départements en déprise démographique dont le rythme d'artificialisation est particulièrement soutenu. Donc le sujet est là. Et en même temps, il met en jeu des aspirations contradictoires. Parce qu'il est tout à fait vrai que pendant la crise sanitaire, les aspirations de nos concitoyens ont évolué, en particulier vers la possibilité de disposer d'un espace extérieur, jardin, balcon, davantage d'espace tout court. La ville dense, les appartements ont été plus mal vécus pendant le confinement et cela a fait naître ou ça a développé les aspirations à aller vers des petites villes, à aller vers la campagne, ce qui pose la question de l'étalement urbain. Mais ces aspirations sont complexes parce que, d'un autre côté, beaucoup de nos concitoyens souhaitent continuer à avoir accès à la qualité, à la proximité des services qu'on trouve en ville et qu'on ne peut maintenir qu'avec une population suffisante autour. Et donc la question, c'est vraiment d'arriver à concilier l'aspiration à un cadre de vie de qualité avec davantage d'espace intérieur et extérieur, cette aspiration à l'accès aux services et une politique publique de maîtrise de l'étalement urbain et de la lutte contre l'étalement urbain. C'est un défi que nous devons relever et que je pense que nous pouvons relever. Le monde de l'aménagement, le monde de la production, le monde de l'urbanisme a développé déjà pas mal d'exemples en France et à l'étranger, très intéressants, dans lesquels on arrive à mettre sur le marché des lieux d'habitat dans lesquels on mélange de l'individuel et du collectif, du mixte, du semi-collectif, souvent dans des démarches d'écoquartier. Mais on n'est pas toujours allé au bout, puisque ces démarches d'écoquartier elles-mêmes ne sont pas toujours totalement insérées dans le tissu urbain ou dans la vision urbaine de l'aménagement global du territoire à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité. Et je crois que c'est cet exercice que nous devons faire maintenant. Passer du micro
la capacité à imaginer le lieu de vie et l'étendre dans une vision dans laquelle on est vraiment dans une vision d'aménagement d'un territoire donné, à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité, dans laquelle on regarde non seulement la qualité intrinsèque de la construction, avec la démarche par exemple d'écoquartier, mais une vision beaucoup plus systémique dans laquelle on regarde le lien avec les transports, le lien avec les services, le lien avec les commerces. Action Cœur de Ville a été beaucoup cité ce matin. C'est évidemment un programme qui me paraît aller totalement dans la bonne direction avec cette logique de revitalisation des centres-villes. Je crois qu'il faut qu'on soit capables tous d'inventer cette manière de vivre et de donner envie. Vous parliez ce matin du souhaitable, des compromis qu'on fait, des compromis qui sont plus ou moins difficiles compte tenu du montant des prix aujourd'hui. C'est à nous d'inventer des formes dans lesquelles le compromis est positif et on est capable de répondre aux aspirations des Français. Cette révolution culturelle, je voudrais qu'on puisse l'intensifier avec l'aide de tous. C'est une action à conduire sur le long terme. J'apporterai ma pierre à cet édifice. Pour être pragmatique, nous allons commencer à travailler tout de suite sur un sujet théoriquement simple, mais d'un art tout d'exécution, qui est que dès lors que nous avons un espace déjà artificialisé, essayons de l'utiliser d'abord avant de consommer du sol naturel. C'est simple sur le principe, c'est extrêmement difficile techniquement, et c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on avance. Nous avons déjà sorti en juillet la carte de tous les terrains réutilisables partout en France. Ça s'appelle Carte aux friches, ça a été fait avec le CEREMA. 120 millions de mètres carrés ont été identifiés et ce premier inventaire qui est fait avec les communes s'enrichira dans les mois à venir. Sur ces sites comme sur d'autres, là où le marché fait défaut, nous accompagnerons financièrement, ça fera partie du plan de relance, le recyclage des friches urbaines pour pouvoir financer la dépollution et équilibrer la charge foncière de ces opérations pour les rendre viables, notamment dans le cadre d'opérations d'aménagement urbain, de revitalisation du centre-ville ou de centre-bourg, ou pour faire des sites prêts à l'emploi. C'est un exemple très concret, selon moi, qui doit permettre d'articuler développement économique, développement du logement là où on en a besoin et écologie. Je porte donc pleinement ces deux sujets, rénovation thermique et sobriété foncière, qui n'ont pas toujours été au cœur préalablement de la politique du logement, et je les porte avec un souci d'équilibre, avec un souci de proportionnalité des obligations et des moyens, et un souci de justice sociale. Je suis fière d'accompagner la montée en puissance de MaPrimeRénov', que j'ai créée avec Julien Denormandie, alors ministre du Logement, en tant que secrétaire d'État à la transition écologique, et continuer à déployer les programmes de rénovation thermique. Mais au-delà, et je vais répondre, je pense, à une des questions qui est une des questions du secteur du moment, ma première priorité en tant que ministre du Logement sera bien de développer l'offre de logement. Nous avons besoin de continuer à développer l'offre de logement. Plus précisément, nous avons besoin de développer une offre ciblée de logement là où il y a un besoin et pour les gens qui en ont besoin. Nous connaissons tous le besoin de produire davantage de logements en France, compte tenu des facteurs qui sont bien connus. Augmentation de la demande liée à la démographie, aux évolutions sociétales, à la décohabitation, aux mobilités. Ça n'est absolument pas un scoop, j'en suis totalement consciente et j'ai écouté les propos de la dernière table ronde qui faisait écho à la table ronde précédente. Sur ce point de vue, ma vision est simple. Je considère que la politique publique du logement a pour vocation d'aider ceux qui ont des difficultés à accéder à un logement compatible avec leurs ressources. Et je vais donc me battre avant tout pour les ménages modestes et pour les classes moyennes et pour le développement de ce que je qualifie de logement abordable. Alors, je ne pense pas que la bonne manière de prendre le sujet soit simplement de fixer un objectif théorique quantitatif absolu. Je pense en revanche qu'il faut créer les conditions pratiques, techniques, opérationnelles de l'amélioration de la production de logements. Cela recouvre tout d'abord le logement social qui loge un Français sur 6. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des fédérations. Je poursuivrai mes échanges lors de la journée organisée par l'USH mi-septembre. Je serai évidemment à l'écoute du mouvement HLM, des propositions. Et puis, je sais que nous fêtons cette année les 20 ans de la loi SRU. Et j'aurai une attention toute particulière sur le bilan de la période triennale écoulée.
J'en parlerai d'ailleurs avec les préfets lors d'une visioconférence dédiée la semaine prochaine, à la fois pour que nous tirions pleinement les conséquences du bilan de ce triennal en appliquant la loi parce que c'est une nécessité absolue, et aussi pour réfléchir à moyen terme à l'échéance de 2025, qui n'est pas pour demain, mais qui arrive et que nous devons commencer à préparer. Sur le logement social, il est absolument impératif d'atteindre les objectifs fixés par la programmation cette année. Certains me disent que c'est possible, certains me disent que ça ne l'est pas, certains me disent qu'on peut même augmenter légèrement les objectifs sur certains compartiments. Moi, je crois qu'il faut être extrêmement volontariste. Les Français ont besoin de logements, le secteur de la construction, le secteur du bâtiment a besoin d'activité. Les financements sont là, nous devons atteindre la programmation dans tous ces compartiments, nous devons même la dépasser si nous en sommes capables. Je serai avec vous, la ministre qui porte l'atteinte de cette programmation. Je veux ensuite poursuivre les efforts en faveur du logement intermédiaire, dont la production reste encore limitée. Je crois fondamentalement à l'intérêt de ce produit et de son positionnement qui répond largement à la question des besoins en logement entre le logement social et le marché libre, et je veux travailler sur les freins que ce logement intermédiaire rencontre. Les grands acteurs, que ce soit la Caisse des dépôts Habitat et Action Logement, m'ont fait part d'initiatives intéressantes, notamment à destination des travailleurs clés, dont l'importance a été soulignée pendant la crise sanitaire. J'entends travailler avec eux, j'entends travailler avec les investisseurs institutionnels pour accélérer la courbe de croissance de ce produit dont je suis fondamentalement convaincue qu'il peut se développer rapidement. Je suis également convaincue qu'il faut continuer à soutenir les dispositifs d'investissement locatif à destination des particuliers, au premier rang desquels le Pinel qui court jusqu'à la fin 2021. À côté de l'investissement institutionnel, je crois à cette source de financement complémentaire et j'ai bien en tête de donner une visibilité rapide au-delà de 2021 au secteur. Ça fera partie de nos discussions de la rentrée. Il faudra sans doute corriger quelques défauts objectifs constatés. Je pense notamment au niveau de loyer par rapport au marché qui, à certains endroits, sont manifestement trop élevés et à d'autres manifestement trop bas. Et je consulterai les acteurs dans les prochaines semaines sur ce point. Le soutien à l'accession à la propriété fera également l'objet d'une attention particulière de ma part dans le contexte de crise et de resserrement du crédit que nous connaissons. Là aussi, il faut maintenir cet effort, donner de la visibilité au-delà de 2021 pour le prêt à taux zéro, et je considère que le prêt à taux zéro est d'abord un outil de justice sociale avant toute autre chose, et ma méthode sera la même, une large concertation. Enfin, le développement de l'offre ne passe pas que par des mécanismes fiscaux et financiers. Le développement de l'offre passe par la simplification et l'accélération des procédures. D'une part, j'entends mettre en œuvre le plus rapidement possible la simplification des agréments des logements sociaux et des logements intermédiaires et l'accélération des procédures d'agrément dans les services de l'État. D'autre part, je souhaite, avec les collectivités locales, moderniser l'instruction avec la mise en œuvre de la dématérialisation des permis de construire qui est prévue dans la loi Elan et que je m'efforcerai d'accélérer. Ce sera aussi un moyen d'être mieux armés face aux crises telles que nous les avons connues et de permettre une continuité d'activité. Je souhaite également engager une discussion avec les collectivités locales pour qu'elles raccourcissent les délais de traitement et qu'elles s'engagent plus fortement dans la délivrance des permis de construire. Nous y avons intérêt, nous en avons besoin. Je sais les réticences de certains élus à autoriser les constructions denses, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement accompagnera financièrement les collectivités lorsqu'elles délivrent des permis qui exploitent davantage les possibilités offertes par les PLU et par les PLUI, c'est-à-dire qui vont jusqu'à la limite maximale permise par les PLU et les PLUI. C'est indispensable. Et nous le ferons d'abord volontairement avec un soutien financier. Merci. Enfin, le logement abordable ne se limite pas pour moi au logement neuf. La mobilisation du parc existant peut également y contribuer à travers l'ensemble des dispositifs qui permettent de faire rentrer ce parc sous loyer plafond, avec ou sans travaux. De même que le changement d'usage, tel que la transformation des bureaux en logements. Et je pense par exemple, dans les dispositifs dont je parlais, au de Normandie dans l'ancien. Ce développement de l'offre de logements abordables, très social intermédiaire,
C'est pour moi le complément indispensable de la politique du logement d'abord, politique de sortie par le haut des enjeux d'hébergement, à laquelle je crois, qui est engagée depuis le début du quinquennat, qui vise à réduire le sans-abrisme et que je poursuivrai résolument. J'ai rencontré encore hier les grandes associations de lutte contre l'exclusion et de gestion des structures d'hébergement. Nous sommes toujours dans cette philosophie du plan logement d'abord. Nous avons besoin de développer l'offre de logement pour ces publics. C'est une bonne politique publique, c'est une politique publique qui est juste, c'est une politique publique qui est éthique et c'est une politique publique qui est efficace. En conclusion, j'aimerais vous dire que je vous ai donc fait part de mon état d'esprit et des priorités que je souhaite poursuivre. J'ai pleinement confiance de l'exigence de ces chantiers, des difficultés et des aspirations parfois contradictoires qui sont sous-jacentes à toutes ces questions. Je ne suis pas dogmatique, je suis pragmatique, je suis attachée au concret, je suis attachée à ce qui marche, je suis attachée aux résultats, je suis attachée à ce qui fait une différence, à ce qui améliore la vie des gens. Ma boussole sera celle de la justice sociale, et c'est sur cette base que j'engagerai une politique du logement qui sera pleinement incluse dans un chemin de transformation écologique. Ma méthode sera toujours la même, consulter, concerter avec les parties prenantes et avec les personnes concernées par les politiques publiques et les décisions, puis décider, mettre en œuvre, suivre et évaluer. J'espère être avec vous une ministre exigeante, une ministre ambitieuse et une ministre à l'écoute. Je vous remercie.